J'ai trouvé mon copain en train de gémir dans notre salon pendant que ma belle-sœur, Sad Coach, était sur lui sur le canapé. Alors, j'ai fracassé sa tête contre la télé, je l'ai fait tomber de la table basse, et je les ai mis dehors tous les deux, nus. Je m'appelle Émilie. J'ai 29 ans et j'ai trouvé mon petit ami en train de me tromper avec ma propre belle-sœur sur mon canapé, dans l'appartement que je payais. Avant de vous raconter comment ce simple moment de trahison a révélé une affaire de fraude fédérale de plusieurs millions de dollars et les a tous conduits devant le FBI, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Ça m'aide de savoir que je ne suis pas seul. Tout s'est terminé en une seule seconde à couper le souffle, mais le poison s'infiltrait dans les fondations de ma vie depuis des années. Le dernier son que j'ai entendu avant que mon monde ne s'effondre n'était pas un cri ou un pleur. C'était un gémissement. Son gémissement. Un son de pur plaisir égoïste résonnant dans le salon que j'avais décoré, dans la maison que j'avais bâtie. J'étais juste rentré plus tôt. Une grosse réunion client pour un projet d'intégration de logiciels, un projet que je dirigeais depuis 6 mois, avait été repoussé au lendemain matin. J'étais soulagé. Le stress avait été immense, et tout ce que je voulais, c'était une soirée tranquille avec Marcus. Peut-être qu'on pourrait commander taille, ouvrir une bouteille de vin, et simplement discuter. Nous n'avions pas vraiment discuté depuis des mois. Cette pensée me semblait être un luxe. En marchant dans le couloir vers mon appartement, le 4C, j'ai entendu de la musique. C'était faible au début, une ligne de basse sourde vibrant à travers le sol. En me rapprochant, j'ai reconnu la playlist. C'était le mix d'entraînement agressif et plein d'énergie dont il était obsédé ces derniers temps. Ça semblait étrange pour 19h un mardi, mais j'ai balayé cette pensée. Peut-être qu'il se défoulait juste un peu. J'ai mis ma clé dans la serrure, un sentiment de malaise commençant à poindre dans ma nuque. La porte s'est ouverte, et la scène qui m'a frappé a été comme un coup physique, me coupant le souffle. La musique était forte maintenant, pulsant depuis les enceintes sono que je lui avais achetées pour Noël. Et là, éclairé par la douce lueur du lampadaire, se trouvait mon petit ami, Marcus. Il était sur le canapé sectionnel gris pour lequel j'avais économisé, le canapé dont j'étais si fier. Et se tortillant sur lui, ses cheveux blonds étalés sur mes coussins en soie, se trouvait ma belle-sœur, Vanessa. Mon cerveau s'est juste arrêté. Le monde n'est pas devenu silencieux ou ralenti. Il est devenu intensément, douloureusement net. Chaque détail s'est gravé dans ma mémoire. La façon dont la lumière attrapait la sueur sur son dos. Les verres de vin vides sur le sol, mes verres de vin. La façon dont la tête de Vanessa était rejetée en arrière dans l'extase. Et le pire de tout, juste à côté d'eux sur la table basse qu'ils avaient négligemment poussée, se trouvait le cadre photo numérique que je venais de lui offrir pour notre 2e anniversaire. Il faisait défiler des photos de nous. Nous, souriant lors d'un voyage au Mexique. Nous, riant à un match des Yankees. Nous, heureux. Le fantôme d'une vie qui était en train d'être assassinée juste devant moi. C'était ça. Le cadre photo. C'est ce qui a déclenché quelque chose dans mon âme, passant du choc à quelque chose de primaire et de froid. Ce n'est pas la tristesse qui m'a envahi. C'était une rage blanche, brûlante et clarificatrice. Une rage qui a balayé tous les doutes, toutes les excuses, toutes les fois où je m'étais laissé manipuler et ignorer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. Je me suis jeté en avant, mon mouvement silencieux et mortel. Je n'étais pas une femme au cœur brisé. J'étais une prédatrice. J'ai attrapé une poignée des cheveux chers et parfaitement coiffés de Vanessa. Elle a poussé un glapissement de surprise, ses yeux s'ouvrant en état de choc. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, j'ai fracassé sa tête de toute la force de ma trahison contre l'écran de la télévision de 65 pouces. Il y a eu un craquement écœurant de plastique et de verre, un flash de statique, et l'écran a explosé en une toile d'araignée de lignes noires. Elle a hurlé, un son plus de choc que de douleur, tombant de Marcus sur le sol. Marcus s'est précipité pour se relever, son visage un masque d'incrédulité et de panique. « Émilie. Mais qu'est-ce que tu fous » a-t-il balbutié. Je n'ai pas répondu. J'ai croisé son regard une fraction de seconde, et avec un rugissement guttural, je l'ai poussé de toutes mes forces. Il était déséquilibré, et il a trébuché en arrière sur la lourde table basse en chêne, atterrissant en tas sur le sol avec un bruit sourd. J'ai attrapé Vanessa par le bras, sa peau moite de sueur, et je l'ai traînée, nue et balbutiante, jusqu'à la porte d'entrée. « Sors de chez moi »
ai-je grogné. J'ai ouvert la porte d'un coup sec et je l'ai jeté dans le couloir public vivement éclairé. Je me suis retourné vers Marcus, qui se terrait maintenant près de la télé en ruine. Je l'ai attrapé par les cheveux et je l'ai tiré sur ses pieds. Il était plus grand que moi, mais à ce moment-là, j'étais plus forte. Je l'ai poussé dans le couloir après elle. La porte de l'appartement 4D, de l'autre côté du couloir, s'est ouverte en grinçant, et un groupe d'étudiants a regardé, bouche bée, un mélange de choc et d'amusement sur leur visage. Du 4B, ma voisine âgée, Madame Rodriguez, est sortie, son petit chien jappant à ses pieds. Son téléphone était déjà dans sa main, la lumière rouge de la caméra brillant. Bien. Quel enregistre. Que le monde les voie pour ce qu'ils étaient. Mes vêtements, a gémi Vanessa, essayant de se couvrir. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai ramassé le tas de leurs vêtements jetés sur le sol, et je les jetés dans le couloir après eux. Voilà vos ordures, ai-je dit, ma voix un tremblement bas et dangereux que je ne reconnaissais pas comme étant le mien. Puis j'ai claqué la porte, j'ai tourné le verrou, et je me suis appuyé contre elle, mon corps commençant enfin à trembler. Je suis resté seul dans les décombres de mon salon, la musique sourde jouant toujours son stupide rythme triomphant. Je ne me suis pas effondré. Je me suis dirigé vers l'enceinte et je l'ai éteinte. Le silence était assourdissant. Puis j'ai calmement marché jusqu'au Judas et avec mon propre téléphone, j'ai commencé à enregistrer leur course humiliante et frénétique pour récupérer leurs vêtements dans le couloir public. Je me suis retourné vers Marcus, qui se terrait maintenant près de la télé en ruine. Je l'ai attrapé par les cheveux et je l'ai tiré sur ses pieds. Il était plus grand que moi, mais à ce moment-là, j'étais plus forte. Je l'ai poussé dans le couloir après elle. La porte de l'appartement 4D, de l'autre côté du couloir, s'est ouverte en grinçant, et un groupe d'étudiants a regardé, bouche bée, un mélange de choc et d'amusement sur leur visage. Du 4B, ma voisine âgée, Madame Rodriguez, est sortie, son petit chien jappant à ses pieds. Son téléphone était déjà dans sa main, la lumière rouge de la caméra brillant. Bien. Quel enregistre. Que le monde les voie pour ce qu'ils étaient. Mes vêtements, a gémi Vanessa, essayant de se couvrir. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai ramassé le tas de leurs vêtements jetés sur le sol, et je les jetés dans le couloir après eux. Voilà vos ordures, ai-je dit, ma voix un tremblement bas et dangereux que je ne reconnaissais pas comme étant le mien. Puis j'ai claqué la porte, j'ai tourné le verrou, et je me suis appuyé contre elle, mon corps commençant enfin à trembler. Je suis resté seul dans les décombres de mon salon, la musique sourde jouant toujours son stupide rythme triomphant. Je ne me suis pas effondré. Je me suis dirigé vers l'enceinte et je l'ai éteinte. Le silence était assourdissant. Puis j'ai calmement marché jusqu'au Judas et avec mon propre téléphone, j'ai commencé à enregistrer leur course humiliante et frénétique pour récupérer leurs vêtements dans le couloir public. Pas pour la vengeance, pour l'épreuve. À cet instant, je savais que ce n'était pas seulement la fin d'une relation. C'était le début d'une guerre. Comment une ingénieure en logiciel de 29 ans, une femme qui conçoit des systèmes logiques pour gagner sa vie, se retrouve-t-elle dans une scène de chaos aussi primitif? Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'était une mort à petit feu, une lente érosion de mon estime de moi que j'avais permise pendant bien trop longtemps. Ma mère, Linda, est une âme douce et gentille qui, après le décès de mon père, est tombée amoureuse de Richard. Il était charismatique et prospère, et elle était seule. Quand ils se sont mariés, j'avais 16 ans. Et avec Richard est arrivée sa fille, Vanessa, 1 an de moins que moi, mais déjà une experte dans l'art de la manipulation. Dès le premier jour, la dynamique était établie. J'étais la silencieuse, l'étudiante, la responsable. Vanessa était l'éblouissante, l'exigeante, l'enfant en or. Je me souviens de ma remise de diplôme du lycée. J'étais major de ma promotion. J'avais une bourse d'études complète pour une grande école d'ingénieurs. Pendant mon discours, j'ai vu ma mère au premier rang, des larmes de fierté coulant sur son visage. Richard était à côté d'elle, vérifiant sa montre. Plus tard, au dîner de célébration, il a levé un verre. À Émilie, a-t-il dit avec l'enthousiasme d'un homme lisant une liste de courses. Passons maintenant à des nouvelles plus excitantes. Vanessa vient d'être nommée capitaine de l'équipe de cheerleading. L'attention de toute la famille s'est tournée vers elle alors qu'elle se pavanait. Ma réussite scolaire était une note de bas de page. Sa victoire sociale était le gros titre. C'était le schéma. Mes succès étaient discrets,
attendu. Les siens étaient bruyants et célébrés. J'ai mis toute mon énergie dans ma carrière, excellant dans un domaine dominé par les hommes, et dans ma relation avec Marcus. Je l'ai rencontré à la fête d'un collègue. Il travaillait dans le marketing et il m'a couverte de l'attention que je n'avais jamais reçue de mon beau-père. Il m'a fait sentir comme le centre de l'univers. Quand il a emménagé dans mon appartement 8 mois plus tard, j'étais aux anges. Mon salaire était facilement 3 fois supérieur au sien, mais je m'en fichais. Je payais le loyer, les factures, les courses. Je lui ai acheté une voiture quand la sienne est tombée en panne. J'ai financé ses idées de start-up qui n'ont jamais abouti. Je pensais investir dans notre avenir, dans notre partenariat. J'étais trop aveugle pour voir que j'étais juste sa mécène. Je me souviens d'une nuit où je travaillais tard sur un problème de codage complexe pour mon travail, un projet qui mènerait finalement à une promotion majeure et à une augmentation de salaire significative. Marcus est entré en soupirant de façon théâtrale. Toujours en train de fixer ce code ennuyeux, a-t-il dit en regardant par-dessus mon épaule. Je ne sais pas comment tu fais. Il l'a dit comme un compliment, mais le sous-entendu était clair. Mon travail était ringard et incompréhensible, tandis que son monde de marketing et de baratin était excitant et important. Il m'a ensuite demandé si je pouvais lui virer $500 pour un dîner de réseautage. Je l'ai fait sans hésiter. C'est moi qui gagnais l'argent. C'est lui qui vivait la belle vie. Le début de la fin est venu, comme si souvent, d'une insécurité la sienne, pas la mienne. Il a assisté au somptueux mariage d'un ami d'université dans les Hamptons. Le marié était un ponte de la tech qui venait de vendre son entreprise à Google. Marcus est rentré chez lui transformé. Il était maussade, silencieux et intensément critique envers lui-même et, par extension, envers notre vie. Il n'arrêtait pas de se regarder dans le miroir, se palpant le ventre. J'ai l'air d'une loque, a-t-il annoncé un soir. Ce type, mon âge, et il a l'air d'une star de cinéma. Il faut que je me reprenne en main. J'ai besoin d'une transformation totale. Désireuse d'être la petite amie solidaire et pragmatique, j'ai sauté sur l'occasion de l'aider. Tout ce dont tu as besoin, chérie, ai-je dit, soulagé d'avoir un problème concret à résoudre. Prenons le meilleur. Je m'en occupe. Le lendemain, je l'ai inscrit à Elite Fitness, la salle de sport la plus chère et la plus exclusive de la ville. $180 par mois, plus les frais d'entraîneur personnel, le tout prélevé automatiquement sur mon compte bancaire. Je pensais lui acheter de la confiance en lui. Je n'avais aucune idée que je payais pour l'arme qui allait être utilisée pour me détruire. Une semaine plus tard, il est rentré de sa première séance, vibrant d'une énergie que je n'avais pas vue depuis des mois. Tu ne devineras jamais sur qui je suis tombé, a-t-il dit, les yeux brillants. Vanessa, ta belle-sœur. C'est une coach superstar là-bas. Tout le monde veut s'entraîner avec elle. Elle a dit qu'elle me ferait un prix et qu'elle m'entraînerait personnellement. Un petit nœud froid s'est formé dans mon estomac. Vanessa, ai-je demandé. Je ne savais pas que vous étiez si proche. On ne l'est pas, a-t-il dit rapidement. Un peu trop rapidement. C'était juste une coïncidence. C'est parfait, non? Ça reste en famille. Il a ri. J'ai forcé un sourire, mais le nœud froid est resté. La tempête s'est formée si lentement au début que je n'ai presque pas remarqué le changement de pression atmosphérique dans ma propre maison. Les séances d'entraînement, initialement prévues 3 jours par semaine, sont rapidement passées à 5. Puis elles ont commencé à se prolonger de plus en plus tard dans la soirée. Il rentrait en titubant à 22h, parfois 23h, épuisé et euphorique, sentant la sueur et un parfum écœurant qui n'était certainement pas le mien. C'était une séance d'étirements intense, disait-il, les yeux évitant les miens alors qu'il se dirigeait vers la douche. Vanessa est une machine. Elle repousse vraiment mes limites. Les dépenses se sont accumulées à un rythme alarmant. $300 pour un panier de poudre de protéines et de compléments exotiques d'une marque recommandée par Vanessa. $500 pour de nouvelles tenues de sport de marque parce que, comme l'expliquait Marcus, il faut avoir l'air pour se sentir à la hauteur. $1000 pour un appareil de cardio high-tech pour l'appartement afin qu'il puisse faire des séances supplémentaires les jours de repos. Mon argent, ma carte de crédit. Je finançais sa transformation, et il se transformait en un parfait inconnu sous mes yeux. Mes amis et ma famille l'ont vu. Ma sœur Jessica, qui n'a jamais fait confiance à Vanessa, m'a appelé en panique un après-midi. Émilie, j'ai vu Vanessa au centre commercial, a-t-elle dit,
la voix tendue par la colère. Elle était avec ses amis, et je l'ai entendu parler de Marcus. Elle riait, disant qu'elle l'avait dans sa poche et qu'il ferait tout ce qu'elle disait. C'était dégoûtant. S'il te plaît, fais attention. J'ai confronté Marcus ce soir-là. J'étais calme. J'étais rationnel. Je lui ai dit ce que Jessica avait entendu. Sa réaction a été explosive. « Tu es sérieuse ?» a-t-il hurlé, le visage rouge. « Tu vas écouter ta petite sœur jalouse plutôt que moi. Je fais enfin quelque chose pour moi. Je retrouve enfin confiance en moi. Et tu essaies de saboter ça. C'est ce que tu fais toujours, Émilie. Tu ne supportes pas de me voir heureux. » Il est parti en claquant la porte, me laissant debout dans la cuisine, tremblante, mes propres préoccupations légitimes transformées en une arme et utilisées contre moi. La manipulation était si efficace que je me suis demandé si j'étais celle qui avait tort. L'indice final et brutal est venu lors de notre dernier dîner de famille. C'était pour l'anniversaire de mon beau-père, Richard. Toute la famille était réunie dans un steakhouse guindé et hors de prix qu'il adorait. Je faisais de mon mieux pour être agréable, pour maintenir la façade d'une famille heureuse. Tout au long du dîner, Vanessa était insupportable. Elle n'arrêtait pas de parler de son client vedette, Marcus, et de ses incroyables progrès physiques. À un moment donné, elle a tendu la main à travers la table et a serré son biceps, laissant sa main s'attarder bien trop longtemps. « Tout mon dur labeur porte ses fruits », a-t-elle ronronné en me regardant droit dans les yeux. J'ai senti une bouffée de chaleur humiliante me monter au cou. J'ai regardé ma mère, qui m'a fait un petit signe de tête inquiet. J'ai regardé Richard, qui les regardait rayonnant comme un père fier. « Vous formez une super équipe », a-t-il claironné. Alors qu'elle retirait sa main, quelque chose a scintillé sous les lumières du restaurant. C'était un délicat collier en argent avec un petit pendentif en forme de boucle infinie. Mon souffle s'est coupé. C'était un cadeau de ma grand-mère, décédée 2 ans plus tôt. C'était mon bien le plus précieux. Je pensais l'avoir perdu il y a des semaines. J'avais retourné mon appartement pour le chercher. Et il était là, autour du cou de ma belle-sœur. Nos regards se sont croisés à travers la table. Il n'y avait aucune prétention, aucun déni, juste un petit sourire triomphant qui jouait sur ses lèvres. Elle savait que je savais. Elle a mis une main sur sa poitrine, un geste délibérément désinvolte, attirant mon attention sur le morceau volé de ma vie qu'elle portait si effrontément. C'était une déclaration de guerre. C'était un jeu de pouvoir. Elle me disait sans mots, « Je peux te prendre tout ce que je veux. Même ça. » À ce moment-là, je n'avais pas besoin de preuves de la liaison. Je n'avais pas besoin de les surprendre en flagrant délit. Je savais. Je savais que mon petit ami couchait avec ma belle-sœur. Je savais qu'il prenait plaisir à me ridiculiser. Et je savais que ça devait cesser. Ma seule question était, comment ? La nuit de la réunion annulée, en rentrant chez moi, mon esprit était en ébullition. Je ne rentrais plus pour le surprendre. Je rentrais pour clore un chapitre de ma vie. J'ai garé ma voiture à ma place désignée dans le garage de l'immeuble et je suis resté assise là pendant 10 bonnes minutes, le moteur éteint, le silence de la tombe de béton m'oppressant. J'essayais de reconstituer la chronologie. Depuis combien de temps cela durait-il ? Combien de mensonges avais-je avalé ? Combien de ma vie, de mon argent, de mon amour avais-je gaspillé ? Puis un flash de mémoire, comme un fichier corrompu dans mon cerveau. Un email étrange que j'avais reçu quelques semaines plus tôt. Il avait été enfoui dans une mer de notifications de travail et de spam. J'avais jeté un coup d'œil à l'expéditeur, DM, et à un objet qui disait « Concernant Vanessa », et je l'avais classé comme indésirable, le faisant glisser dans la corbeille sans y réfléchir. Pourquoi un étranger m'enverrait-il un email à propos de Vanessa ? Par pure intuition que je ne peux toujours pas expliquer, j'ai sorti mon téléphone, mes doigts tâtonnants pour ouvrir mon application de messagerie. J'ai navigué jusqu'à la corbeille, mon cœur battant un rythme effréné contre mes côtes. J'ai fait défiler les emails marketing supprimés et les vieux reçus. Et il était là. Je l'ai ouvert. Le message était court, cryptique et terrifiant. Je m'appelle David Morrison. Je suis, ou j'étais, le mari de Vanessa. Elle n'est pas celle que vous croyez. Elle a fait ça à ma femme avant moi. Elle cible les gens. Vérifiez les finances de son entreprise. Soyez prudente. Mon sang s'est glacé. Elle a fait ça avant. Elle cible les gens.
ce n'était pas un crime passionnel. C'était une attaque préméditée. Le message a donné à ma colère un tranchant nouveau et plus vif. Je n'étais pas seulement une femme qui avait été trompée. J'étais une femme qui avait été traquée. J'ai mis la voiture en mode parking, j'ai pris une profonde inspiration tremblante et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Je n'étais plus une petite amie au cœur brisé rentrant chez elle pour une confrontation. J'étais une ingénieure entrant dans un système gravement défectueux, et j'étais sur le point de déboguer ce système de fond en comble. Quand j'ai ouvert cette porte d'entrée, j'étais déjà armé d'informations. J'étais déjà en guerre. Alors, quand je les ai vus enlacés sur mon canapé, ce n'était pas seulement une trahison amoureuse. C'était la confirmation d'une tromperie prédatrice et calculée. Après que l'écran de la télé s'est fissuré et qu'ils se sont débattus, nus et humiliés dans le couloir, mon premier instinct n'a pas été de m'effondrer en 1000 morceaux. C'était de construire une forteresse. Après avoir claqué la porte sur leur humiliation publique, je suis resté dans le silence de mon appartement en ruine. L'adrénaline était un bourdonnement aigu dans mes oreilles, mais mon esprit était étrangement calme. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis dirigé vers mon bureau, je me suis assise sur la chaise ergonomique que j'avais achetée pour mes longues heures de codage, et je me suis mis au travail. Marcus se croyait malin. C'était un beau parleur du marketing qui pensait que le monde fonctionnait au charme et à la tromperie. Mais c'était un amateur face à une architecte de système professionnel. Il avait connecté tous ses appareils au son téléphone, sa tablette, son ordinateur portable à mon réseau domestique. Mon réseau. Il s'était même plaint quelques mois plus tôt de ne pas savoir comment configurer correctement ses sauvegardes sur le cloud. Tu es si doué pour ces trucs, chérie. Tu peux t'en occuper, avait-il demandé. Il n'avait aucune idée que, par paresse, il m'avait donné les clés maîtresses de toute sa vie numérique. Je n'avais pas besoin de ces mots de passe. J'avais un accès route à tout. En quelques minutes, j'y étais. J'ai contourné ces protocoles de sécurité fragiles et j'ai lancé une extraction complète des données. Les SMS ont été la première chose que j'ai trouvée, une chronique de 4 mois de leur liaison sordide. C'était graphique, écœurant. Ils se moquaient de moi, m'appelant « la bête de Somme » et « le distributeur de billets ». Ils l'avaient fait dans mon lit pendant que j'étais en voyage d'affaires. Ils l'avaient fait dans sa voiture, la voiture dont je payais l'assurance. Il avait utilisé la carte de crédit d'urgence que je lui avais donnée, ma carte, pour payer des chambres d'hôtel somptueuses pour leur rendez-vous de l'après-midi, les réservant sous un faux nom. La rage brûlait, mais c'était un feu froid et concentré maintenant. J'ai méticuleusement sauvegardé chaque message, chaque horodatage. C'était la preuve pour l'ordonnance restrictive. Mais j'ai continué à creuser. Je suis une ingénieure. Je suis formé pour chercher des schémas, des anomalies dans le système. Et j'en ai trouvé une. Ce n'était pas dans les textos. C'était enfoui profondément dans ses dossiers financiers, dans un sous-répertoire qu'il avait intelligemment mal étiqueté, vieux projets universitaires. S'y trouvaient des documents numérisés, des feuilles de calcul complexes et une série de factures qui m'ont glacé le sang. Et c'est là que le tableau complet et horrifiant a pris forme. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une entreprise criminelle sophistiquée. Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé une facture envoyée par une société appelée Elite Fitness Physical Therapy à l'assurance maladie de Marcus. La demande concernait un traitement de 12 semaines pour une déchirure de la coiffe des rotateurs. Une déchirure de la coiffe des rotateurs qu'il n'avait jamais eue. J'ai vérifié les dates avec notre calendrier partagé. À l'une des dates de prétendue thérapie physique, nous étions dans les Poconos pour un week-end. J'ai fait défiler plus loin. Une autre demande pour une lombalgie chronique. Une autre pour des services de rééducation post-traumatique. Elles étaient toutes signées par un médecin superviseur dont je n'avais jamais entendu parler. La facture totale à son assurance s'élevait à plus de 15 000 $. Puis j'ai trouvé la feuille de calcul principale. Mon cœur battait la chamade. Elle listait des noms, des dizaines, tous des clients masculins d'Elite Fitness. À côté de chaque nom se trouvaient leurs informations d'assurance, leur numéro de sécurité sociale, leur date de naissance, et dans les dernières colonnes, les montants des paiements des dizaines de milliers de dollars, des centaines de milliers. C'était le registre de leurs crimes. La liaison n'était pas le but. La liaison était l'outil. C'était le point d'entrée. Vanessa n'avait pas seulement séduit mon petit ami.
Elle l'avait profilé, un homme peu sûr de lui avec une petite amie stable et bien rémunérée qui avait une assurance maladie haut de gamme. Elle a utilisé l'intimité de la relation pour gagner sa confiance, pour avoir accès à ses informations personnelles, à sa signature, à ses formulaires de consentement. Et puis, elle et son cousin Brad Morrison, le gérant d'Elite Fitness, ont utilisé ces informations pour commettre une fraude à l'assurance massive et systématique. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était plus une rupture compliquée. C'était un crime fédéral. Mon chagrin d'amour personnel venait de croiser un crime de plusieurs millions de dollars. Les enjeux venaient de passer de ma dignité à leur liberté. Et je détenais toutes les cartes, toutes les données, toutes les preuves. J'ai tout sauvegardé sur un disque dur externe triplement crypté, j'ai fait 2 sauvegardes et j'ai effacé la source. Mon salon était une scène de crime, et je venais de recueillir toutes les preuves. Les 24 heures suivantes ont été un tourbillon d'actions froides, calculées et décisives. Je n'ai pas dormi. J'ai bu du café noir et j'ai agi avec l'énergie concentrée d'un général se préparant à la bataille. À 7 heures du matin, un serrurier était à ma porte, changeant toutes les serrures. À 8 heures du matin, un service de débarras emportait le canapé, la table basse et la télé cassée. Je ne voulais aucune trace de chez moi. J'ai emballé absolument tout ce que Marcus possédait, chaque chemise, chaque chaussure, chaque gadget stupide dans des sacs poubelles noirs et je les ai laissés dans la benne industrielle de l'immeuble. À 9 heures du matin, j'étais au téléphone avec mon avocat, pas un avocat en divorce. J'ai trouvé un ancien procureur fédéral qui avait fondé son propre cabinet spécialisé dans la criminalité financière et les affaires de racket. J'ai expliqué la situation calmement, factuellement. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Mademoiselle Foster. A-t-il finalement dit, la voix teintée d'admiration. Vous venez peut-être de me confier la plus grosse affaire de ma carrière. À midi ce jour-là, nous avions déposé une demande d'ordonnance restrictive temporaire d'urgence contre Marcus et Vanessa, citant le harcèlement, les menaces et les preuves d'activité criminelle. La riposte a été immédiate et vicieuse. Mon beau-père, Richard, s'est présenté à ma porte ce soir-là, tambourinant dessus, le visage violet de rage. « Comment as-tu pu faire ça ?» a-t-il hurlé à travers le bois massif. « Tu les as agressés. Tu as humilié Vanessa. Elle aurait pu être gravement blessée. Tu as toujours été jalouse de son succès, et maintenant tu essaies de ruiner sa vie. Je n'ai même pas ouvert la porte. J'ai parlé à travers le Judas, ma voix froide et dure comme l'acier. Dégage de ma propriété, Richard, ai-je dit. Avant que je ne t'ajoute à l'ordonnance restrictive pour harcèlement. Il est resté là à bredouiller une minute de plus avant de finalement partir en trombe. La vraie peur s'est installée 2 jours plus tard. Je marchais vers ma voiture dans le parking de mon bureau après une longue journée de travail. Il était tard et le garage était presque vide, l'air épais d'une odeur de béton et de gaz d'échappement. Soudain, Marcus est sorti de derrière un pilier en béton, me barrant le chemin. Il avait violé l'ordonnance restrictive sans hésiter. Son visage n'était ni désolé ni triste. Il était laid, tordu par une rage désespérée. « Tu n'as aucune idée à qui tu t'attaques, Emily » a-t-il sifflé en se rapprochant. Une odeur d'alcool rassis émanait de lui. « Tu te crois si maligne avec tes petits tours d'ordinateur. Laisse tomber. Laisse tomber le procès. Laisse tomber la plainte. Laisse tout tomber maintenant. Ou je te jure devant Dieu que je vais te ruiner. Je dirai à la police que tu m'as attaqué sans provocation. Je dirai à ton entreprise que tu voles des secrets professionnels. Je ferai en sorte que tu perdes ton travail, ta réputation, tout. » J'ai ressenti une véritable pointe de peur primitive. Il était plus grand que moi et il était acculé. Au même moment, une épaisse enveloppe est arrivée à mon bureau par coursier. C'était une lettre de mise en demeure d'un cabinet d'avocats puissant et notoirement agressif représentant Elite Fitness. Elle était remplie de jargon juridique, m'accusant de diffamation, d'ingérence délictueuse dans les affaires, et menaçant d'une contre-poursuite de plusieurs millions de dollars. Pendant un moment terrifiant, j'ai senti le poids de tout cela m'écraser. C'était moi, une femme seule, contre une société, contre 2 criminels qui n'avaient plus rien à perdre. Je me suis assise dans ma voiture, la lettre de menace sur mes genoux, et j'ai finalement pleuré. Pas pour la perte de la relation, mais à cause de la pression écrasante du combat que j'avais commencé. Je me sentais petite et très, très seule. Ce soir-là, assise dans mon appartement silencieux et à moitié vide, j'ai failli abandonner.
Le combat semblait trop grand, les ennemis trop puissants. Mon propre avocat m'avait prévenu, ils essaieront de vous noyer sous les frais de justice. Ils essaieront de vous briser. Êtes-vous sûr d'être prête pour ça? Je n'étais plus sûr de rien. Puis mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce bien Emily Foster? A demandé une voix d'homme. Elle était calme, hésitante, et lourde d'une lassitude que j'ai reconnue. Qui est à l'appareil? Ai-je demandé, la voix rauque. Je m'appelle David Morrison, a-t-il dit. J'étais le mari de Vanessa. Je suis le DM qui vous a envoyé cet email. Je me suis affalé sur une chaise, mes jambes soudainement faibles. J'ai vu la vidéo de ce qui s'est passé dans votre couloir, a-t-il poursuivi, sa voix remplie d'une triste lassitude. Elle est devenue virale dans quelques groupes communautaires locaux. Elle a déjà fait ça, Emily. Plusieurs fois. Je collecte discrètement des preuves depuis des années, essayant de monter un dossier pour mon divorce, essayant de prouver qu'elle était inapte à avoir la garde de notre fils. J'ai des documents. J'ai des noms d'autres femmes. J'ai une boîte pleine de preuves. Je pense qu'il est temps que nous parlions. Et d'un seul coup, le poids écrasant s'est levé. Je n'étais plus seul. J'avais un allié. La proie venait de devenir la chasseresse. L'année qui a suivi a été la plus dure, la plus épuisante et la plus stimulante de ma vie. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique au tribunal comme on le voit dans les films. La guerre a été une campagne éreintante menée dans des bureaux d'avocats stériles, lors de dépositions de 10 heures sous des néons, et à travers des montagnes de preuves numériques et papier. David et moi sommes devenus une équipe improbable mais redoutable. Sa boîte de documents papier méticuleusement organisée au vieux reçu, relevés bancaires suspects, déclarations sous serment d'autres femmes ciblées par Vanessa combinées au téraoctet de données irréfutables que j'avais extraites du cloud, a créé un dossier en béton armé. Nous avons trouvé 5 autres hommes qui avaient été séduits et fraudés de la même manière par Vanessa. Ils hésitaient à se manifester au début, honteux et effrayés, mais voir que moi, une femme, était prête à mener la charge leur a donné le courage. Ensemble, nous avons intenté une action collective en justice contre Elite Fitness et sa société mère. Mon rôle dans cette guerre était unique. Je n'étais pas seulement la plaignante principale et le témoin vedette. Dans ces longues réunions avec notre équipe juridique, j'étais l'experte. C'est moi qui dessinais des diagrammes de réseau sur le tableau blanc, expliquant l'informatique légale, traçant les adresses IP et montrant exactement comment le blanchiment d'argent et la fraude à l'assurance avaient été commis. J'avais trouvé ma voie, et elle était soutenue par des preuves logiques indéniables. Je regardais des avocats chevronnés m'écouter, moi, une ingénieure en logiciel de 29 ans, avec une attention captivée. La même intelligence que Marcus avait dénigrée était maintenant l'arme qui allait faire s'effondrer son monde. La première vraie fissure dans leur forteresse est venue de Veronica Chin, une journaliste d'investigation tenace du principal journal de la ville. Informée par notre avocat, elle n'a pas seulement écrit un article. Elle a lancé toute une série d'enquêtes intitulées « Prédateurs à la salle de sport, sexe, mensonges et fraude à l'assurance chez Elite Fitness ». L'histoire a explosé. L'indignation publique a été immense. Avec les preuves claires de fraude électronique traversant les frontières des États que j'avais fournies, le FBI, qui surveillait discrètement la situation, a officiellement lancé une enquête fédérale. La fin n'est pas venue avec un grand fracas, mais avec une série de redditions silencieuses et dévastatrices. Faisant face à des accusations fédérales et à un cauchemar de relations publiques, la société mère d'Elite Fitness a plié. Ils ont réglé notre procès civil à l'amiable pour éviter un procès public catastrophique. Le chèque qu'ils ont signé était d'une somme qui a changé toutes nos vies. Il ne s'agissait jamais de l'argent, mais le nombre à 7 chiffres était un aveu de culpabilité clair. C'était une validation. Vanessa et Brad, les cerveaux, ont été inculpés par un grand jury fédéral pour complot, fraude électronique et blanchiment d'argent. Vanessa, voyant la montagne de preuves contre elle et faisant face à la perspective d'une décennie en prison, a plaidé coupable. Elle a été condamnée à 36 mois dans une prison fédérale à sécurité minimale. Brad, qui a été moins coopératif, est allé au procès, a perdu et a écopé de 5 ans. Et Marcus. Il a fait ce que font les lâches. Il les a trahis pour sauver sa peau. Il a témoigné pour l'accusation, se présentant comme une victime naïve des manipulations de Vanessa. Le juge n'a pas entièrement marché. Il a eu 2 ans de probation,
un casier judiciaire permanent qui l'a rendu inemployable dans son domaine, et une ordonnance du tribunal l'obligeant à payer une restitution pour le reste de sa misérable vie. Aux dernières nouvelles, il avait 28 ans et vivait dans le sous-sol de ses parents en Ohio. Il y a quelques mois, j'ai reçu un email de ma mère. C'était un message court et simple. Elle l'avait enfin fait. Elle avait demandé le divorce à Richard. « Tu m'as donné le courage », a-t-elle écrit. « Tu m'as montré que nous n'avons pas à accepter l'inacceptable. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble la force. Ma sœur Jessica et moi sommes plus proches que jamais. Nous sommes les plus ardentes défenseurs l'une de l'autre. J'ai déménagé de cet appartement. Je ne supportais plus les souvenirs. J'ai utilisé ma part du règlement pour verser un acompte sur un magnifique condo dans un nouveau quartier de la ville, un avec vue sur les gratte-ciel. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris le reste de l'argent, mes indemnités de départ d'un travail dont je n'avais plus besoin, et les compétences que j'avais affinées dans mon propre combat, et j'ai créé ma propre entreprise. C'est une société de cybersécurité. Nous ne sommes pas une société géante. Nous sommes une petite équipe dévouée. Notre mission est d'aider les gens ordinaires et les petites entreprises à se protéger du type d'exploitation numérique et de fraude financière qui a failli me briser. Je présente mon projet à notre premier tour d'investisseurs en capital risque la semaine prochaine. C'est terrifiant et exaltant. Je ne suis plus une simple employée. Je suis une fondatrice. Je suis une PDG. J'ai pris la pire expérience de ma vie, le moment de ma plus profonde humiliation, et j'ai construit quelque chose de nouveau et de puissant à partir des cendres. L'autre jour, je configurais mon nouvel ordinateur portable de travail. Quand il m'a demandé de choisir un fond d'écran, je n'ai pas choisi un paysage pittoresque ou une photo de famille. J'ai simplement ouvert un éditeur de texte simple et j'ai écrit une seule ligne de code élégante. C'est un algorithme complexe que j'ai conçu pour notre produit de sécurité phare. C'est mon code. C'est un rappel. Ils ont essayé d'effacer ma vie. Alors, j'ai réécrit tout le programme. Et cette version est plus rapide, plus intelligente, et impossible à pirater. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce fut un long et difficile voyage, mais j'en suis sorti plus forte. Ma question pour vous est, avez-vous déjà dû réécrire complètement le scénario de votre propre vie après une trahison? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour en voir d'autres. Vous n'êtes pas seul.